Le film s'ouvre sur Cara Robinson, une jeune fille de 15 ans qui se réveille chez son amie Jess. Les filles ont prévu d'aller au lac non loin de là, mais avant de décoller, Cara informe sa mère, Debra Johnson, de leur voyage. Après l'appel téléphonique, Jess dit à Cara que sa mère lui a demandé d'arroser les plantes avant qu'elle ne parte et qu'elle doit également prendre une douche rapide. En entendant cela, Cara lui propose d'arroser les plantes pour qu'elle puisse se rafraîchir. Avec les mêmes vêtements qu'elle portait pour dormir, Cara sort et se dirige vers les plantes. Tout en arrosant la cour avant, elle remarque une voiture qui passe et qui quitte le quartier. Peu de temps après, Cara remarque la même voiture rentrant dans le quartier et s'arrêtant devant la maison de Jess. Puis, un homme apparemment ordinaire sort de la voiture avec des brochures et s'approche d'elle. Il demande poliment si ses parents sont à la maison, mais Cara déclare que c'est en fait la maison de son ami. L'homme demande alors si les parents de son ami sont présents, ce à quoi Cara répond que non. Sans aucun soupçon apparent, il lui tend quelques brochures. Mais à ce moment-là, l'homme s'approche inconfortablement d'elle. Alors que Cara sent immédiatement le contact glacial d'un revolver chargé contre son cou, l'homme l'intimide et menace de lui tirer dessus si elle fait du bruit. Manifestement morte de peur, la pauvre fille se plie à ses exigences. Et une fois qu'ils ont atteint la voiture, l'homme lui ordonne de monter dans une boîte située sur la banquette arrière, puis s'en va avec elle. Au bout d'un moment, le ravisseur s'arrête et se dirige vers la banquette arrière de la voiture. Il retire ensuite le couvercle de la boîte et informe Cara qu'il a l'intention de la ligoter en soulignant qu'il est armé. Pendant qu'il va chercher des cordes dans le coffre, Cara cherche un moyen de s'échapper. Elle réfléchit à ses chances de survie et s'imagine en train de s'enfuir. Cependant, la peur de se faire tirer dessus l'empêche de prendre des mesures immédiates et décide donc d'attendre. Ensuite, l'homme revient et attache tranquillement ses mains et ses jambes, lui mettant même un bâillon dans la bouche avant de reprendre le voyage. En attendant, Jess s'apprête à se rendre au lac et se rend dans la cour à la recherche de Cara. Malheureusement, elle ne trouve que le tuyau d'arrosage abandonné gisant par terre. Submergée par la peur, elle appelle son amie mais ne reçoit aucune réponse. Dans un état de panique, Jess contacte Debra pour lui faire savoir que Cara a disparu. Maintenant, Debra contacte rapidement le petit ami de Cara, Ryan, pour lui demander s'ils sont ensemble, mais sans succès. Désemparée et inquiète, la mère dévastée contacte la police et se précipite chez Jess. Quelque temps plus tard, le ravisseur atteint un appartement et transporte la boîte à l'intérieur. Il demande ensuite fermement à Cara de garder le silence tout en la libérant des dispositifs de retenue. Ensuite, Cara est conduite dans une chambre avec le ravisseur où il définit un ensemble de règles. L'homme commence par souligner qu'il est toujours armé, il lui ordonne de se conformer à ses ordres et insiste pour qu'elle demande son approbation avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, le ravisseur interroge Cara sur sa vie personnelle et note ses réponses dans un carnet, demande à la fille en détresse de s'allonger sur le lit et de garder le silence tout en la soumettant à son comportement de malade. Tout au long de cette horrible épreuve, Cara ne peut que se résoudre à suivre ses règles, attendre et survivre. De plus, lorsque son ravisseur l'oblige à prendre un bain, Cara observe activement son environnement et note mentalement divers détails. Elle observe notamment des produits d'hygiène féminine et une brosse à cheveux contenant des cheveux blonds, ce qui suggère qu'une femme vit avec lui. En parallèle, Debra contacte son ex-mari, Ron, pour vérifier si leur fille est avec lui. Lorsque Ron confirme que Cara n'est pas avec lui, Debra l'informe en larmes que leur fille a peut-être été kidnappée. Ensuite, un officier de police arrive chez Jess et est informé que Cara est portée disparue depuis 2 heures. Cependant, l'officier est fermement convaincu que Cara a choisi de s'enfuir volontairement et conseille à Debra de faire preuve de patience au cas où Cara le contacterait. En attendant, Cara se concentre sur la collecte d'informations en entendant une occasion de s'échapper. Elle engage une conversation informelle avec l'homme et découvre qu'il a déjà été dans la marine. Il assure également à la fille que tant qu'elle se comporte bien, il ne lui fera aucun mal et promet même de la libérer avant de partir. Maintenant, une fois que l'homme n'est plus en vue, Cara imagine qu'elle essaie de s'enfuir une fois de plus. Néanmoins, elle se rend compte que le risque est encore trop élevé et choisit de continuer à attendre. Finalement, le ravisseur permet à Cara d'observer ses animaux de compagnie, exprimant ainsi son affection pour les animaux car ils n'ont aucun problème avec le fait d'être enfermés. Sur un ton de regret, l'homme souligne qu'il a l'intention de la libérer un jour, mais met en garde Cara contre le préjudice potentiel qu'elle pourrait subir si elle le dénonçait. À son domicile, Debra reçoit des informations selon lesquelles un voisin vient de repérer une voiture noire inconnue dans le quartier, ce qui confirme ses soupçons. Entre-temps, le shérif Dale Stephens ne s'inquiète guère à la disparition de Cara et rejette poliment Debra, lui suggérant de rentrer chez elle. De retour chez le ravisseur, Cara demande à aller aux toilettes et envisage la possibilité de s'échapper. Mais juste au moment où elle s'apprête à fermer la porte, l'homme surgit à l'improviste avec son arme et l'observe d'une manière inquiétante. Plus tard dans la soirée, alors que le ravisseur prépare le repas, Cara l'informe qu'elle ne veut pas manger.
Étonnamment, elle propose de l'aider aux tâches ménagères. Curieusement, il lui demande de balayer le sol de la cuisine. Tout en observant son environnement, Kara porte une attention particulière aux détails, mémorise les noms et les numéros sur le réfrigérateur, l'emplacement des couteaux et les informations inscrites sur son calendrier. Plus tard, l'homme consulte les informations pour savoir si quelqu'un est au courant de la disparition de Kara. Quand il n'en trouve aucune mention, il manipule Kara en lui faisant croire que personne ne se soucie d'elle. Peu de temps après, il conduit la pauvre fille dans la chambre et lui demande de se mettre dans la boîte pendant qu'il passe un appel. Il la bâillonne ensuite et ferme le couvercle, ce qui empêche Kara de respirer. Cela énerve le ravisseur, mais il finit par retirer le bâillon et laisse la boîte ouverte. Maintenant, Kara pleure doucement en se disant qu'elle doit survivre de toute façon. Cette nuit-là, le ravisseur récupère une grande boîte cachée sous les cages à oiseaux et la cache de façon suspecte. Le lendemain matin, Kara saisit l'occasion de s'échapper pendant que son ravisseur dort. Elle parvient à se libérer et quitte discrètement la pièce. Décidée à s'enfuir, Kara sort par la porte d'entrée et arrête une voiture avec 2 hommes. Elle explique désespérément son enlèvement et les supplie d'emmener au poste de police. Ils acceptent d'aider la pauvre fille et Kara leur demande de se souvenir d'un appartement en particulier. Enfin en sécurité, Kara arrive au poste de police et s'approche de l'accueil pour signaler l'enlèvement. Puis, le lieutenant Aaron Roland l'interroge en détail. En attendant le signalement de la disparition, la sergente Bonnie Jennings interroge les 2 hommes qui l'ont aidée. Ils avouent ne pas se souvenir clairement de l'appartement. Elle mentionne ensuite le rapport de disparition de Debra déposé la veille. Et quelques secondes plus tard, la mère inquiète apprend que sa fille a été retrouvée. Plus tard, Bonnie demande à Kara si elle peut reconnaître l'appartement des ravisseurs. D'abord hésitante, Kara trouve rapidement le courage de retourner près de l'appartement de son kidnappeur. Kara se rend ensuite au complexe d'appartements en compagnie de la police. Cependant, elle se rend compte que toutes les unités semblent identiques. À ce moment-là, les agents aperçoivent un agent d'entretien et lui donnent une description du ravisseur de Kara. Kara les rejoint et ajoute plus d'informations en mentionnant spécifiquement les animaux de compagnie du ravisseur. Heureusement, l'agent d'entretien parvient à comprendre qu'il s'agit de l'appartement 301. Aaron accompagne ensuite Kara au poste de police où elle se retrouve sa mère en larmes. Entre-temps, dans l'appartement 301, les agents utilisent la clé fournie par l'agent d'entretien pour déverrouiller la porte mais découvrent un appartement vide. Bonnie présente ensuite une collection de photographies représentant des suspects potentiels et Kara identifie rapidement l'homme. L'identité du ravisseur est dévoilée sous le nom de Richard Evonitz, mais il a déjà réussi à s'enfuir de son appartement. Kara aide également l'agente en partageant toutes les informations qu'elle a recueillies, en insistant notamment sur la présence d'une grande boîte située sous les cages à oiseaux. Dans la boîte, les policiers découvrent des preuves potentielles de crimes passés de Richard, des coupures de journaux et un carnet de notes. On découvre rapidement que les coupures de presse sont liées à des affaires non résolues impliquant Sofia Silva et les sœurs Lisk qui ont été également victimes d'enlèvement. De toute évidence, Richard a l'habitude de garder ses victimes captives pendant plusieurs jours avant de finalement les noyer et de jeter leurs corps dans le marais. Par ailleurs, le carnet contenait des informations sur les cibles potentielles et leurs habitudes quotidiennes. Pourtant, le nom de Kara était absent. Jim suppose donc que le jour de l'enlèvement de Kara, la cible visée a dû changer sa routine, ce qui a amené Richard à enlever quelqu'un d'autre à sa place. Bonnie informe ensuite Jim des progrès réalisés, révélant que la femme, la mère et la sœur de Richard ont toutes accepté de collaborer à l'enquête. De plus, la mère les autorise à fouiller une résidence, ce qui permet de découvrir l'ancienne voiture de Richard. Le lendemain, Kara informe sa mère de son intention d'aller voir Ryan, une décision à laquelle sa mère s'oppose fermement. Debra soutient qu'elle devrait rester à la maison jusqu'à ce que Richard soit arrêté. Néanmoins, Kara affirme qu'elle ne laissera pas cet événement malheureux changer sa vie. Pendant ce temps, Aaron interroge la femme de Richard, Ashley, qui affirme qu'elle était absente pendant le week-end et nie toute interaction avec Richard. Plus tard, Stephanie, la sœur de Richard, arrive également et lors de son interrogatoire, il est révélé que Richard l'avait contacté l'après-midi précédent. En apprenant cela, Aaron partage à la hâte avec Jim les informations sur le motel où Richard est censé séjourner. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils découvrent que Richard s'est déjà évadé. Cependant, ils trouvent la chemise de Kara abandonnée, ce qui suggère qu'il s'est peut-être enfui précipitamment. De plus, les preuves découvertes dans l'appartement correspondent à celles des affaires de la disparition de Sylvia et des sœurs Lisk. Entre-temps, le shérif Dale arrive à la résidence Johnson et désigne Kara comme une victime, dévoilant l'intention de Richard de lui faire du mal. Il souligne que Kara a eu de la chance de ne pas devenir sa prochaine cible. Mais la jeune fille affirme sans crainte que sa fuite n'a rien à voir avec la chance. Par la suite, le shérif Jim rend également visite à Kara, s'adressant à elle en tant que survivante plutôt qu'en tant que victime. Il admire sa force et sa capacité à se défendre. Ce changement de perspective permet à Kara de voir sa situation sous un nouveau angle. Plus tard, Debra demande à Kara de ne pas quitter la maison, mais la jeune fille reste déterminée à retrouver une vie normale. Elle part ensuite avec Jess pour assister au match de baseball où elle souhaite bonne chance à Ryan avant le début du match.
En parallèle, Aaron fait une découverte importante selon laquelle Richard a récemment utilisé un téléphone portable à Jacksonville en Floride, à peine 15 minutes plus tôt. De plus, Bonnie indique qu'ils ont réussi à contacter Pamela, l'autre sœur de Richard, à Bradenton. Pamela confirme que Richard l'a bien appelée et lui a demandé de la retrouver devant un restaurant. Par conséquent, cette information est transmise au service de police de Bradenton pour l'avertir que Richard est peut-être en route. Peu de temps après, les agents de Bradenton repèrent Richard, le forçant à fuir. Alors qu'un officier les poursuit à pied, l'autre officier reste sur place et transmet leur position par radio avant de se joindre à la poursuite en voiture. Les policiers finissent par réussir à acculer Richard, ne lui laissant aucun moyen de s'échapper. Dans un état de désespoir, Richard se suicide en utilisant son propre pistolet, ce qui coïncide avec le son de Ryan qui frappe avec sa batte de baseball. Le public applaudit la réussite de Ryan tout en célébrant sans le savoir la fin du cauchemar. Kara réalise soudain qu'il n'y aura plus de procès, épargnant ainsi à ses proches les détails affligeants de son enlèvement. Par la suite, elle s'excuse auprès de sa mère et exprime son désir de retrouver sa liberté, refusant de se laisser restreindre par ce traumatisme. Debra exprime également des remords d'avoir fait preuve d'un contrôle excessif et avoue son incertitude quant à la gestion de la situation. En fin de compte, Kara réconforte sa mère en lui assurant que même s'ils ne peuvent pas effacer la tragédie, cela ne définit pas qui elle est, car elle est une survivante envers et contre tout. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!